Bien, on est parti. Alors, on est dans la fin de notre enseignement, puisqu'il nous reste d'ici la fin du semestre, il nous reste encore le cours d'aujourd'hui et le cours de demain. On a vu la plupart des choses importantes. On a vu le contrat de société, on a vu la personne morale, on a vu les associés, on a quasiment fini de voir les dirigeants. Et on verra enfin, pour terminer, le fonctionnement. Mais le fonctionnement, c'est compliqué parce qu'on tombe tout de suite très vite dans des questions qui relèvent plus du droit spécial que du droit général. Donc on va voir quelques éléments, mais vraiment du point de vue droit général. Donc on ne va pas détailler, rentrer, on ne va pas détailler différentes opérations, mais on va voir les grandes lignes, les grands principes. Alors, on termine simplement sur les dirigeants. On s'était quitté l'autre fois en parlant de ces histoires de révocation ad nutum et du fait qu'il fallait respecter le principe du contradictoire. Alors, on l'avait vu, c'était la fin du cours, on avait été assez vite, mais on revient un instant là-dessus parce que c'est un point important. On peut se dire, après tout, est-ce que c'est vraiment important ces questions de dirigeants qui partent du point de vue de l'entreprise, du point de vue de la société? Ce qui compte, c'est le présent et le futur. Donc si on a décidé que devait partir le dirigeant en place, la question de savoir si le dirigeant qui part, eh bien, comment il faut le révoquer, on se dit c'est peut-être moins important. C'est peut-être moins important pour l'entreprise, mais pour le dirigeant, bien sûr, c'est important. C'est la question de savoir s'il est sur un siège vraiment éjectable ou s'il y a un petit clignotant rouge qui s'allume avant que le cockpit s'envole et qu'il parte dans le ciel. Donc, c'est quand même une question importante et beaucoup de contentieux qui concernent les dirigeants concernent précisément cette question de révocation. Même si les textes vous disent qu'on peut révoquer un dirigeant à tout moment, donc ad nutum, on l'avait vu l'autre fois, ça veut dire en latin sur un signe de tête. On peut penser que la tête se tourne vers la porte pour faire comprendre aux dirigeants que c'est fini. Eh bien, même si le dirigeant est révocable ad nutum, la jurisprudence est venue ajouter de la procédure, on peut dire ça comme ça. Même si les textes ont l'air de ne laisser aucune place, si vous voulez, à une phase de négociation, les juges n'ont pas aimé cela et ils ont donc ajouté cette exigence pour la société qui révoque de respecter, suivant les arrêts, on a parlé des droits de la défense ou du principe du contradictoire. Alors on peut se dire qu'une explication sociologique ou humaine plutôt, de cette solution, c'est que les juges sont très habitués à entendre parler de droit de la défense et de principe du contradictoire, et ils se sont dit, mais si ça s'applique chez nous, pourquoi est-ce que ça ne s'applique pas dans les sociétés ? Ça ne s'applique pas dans les sociétés parce qu'une société, quand elle veut révoquer son dirigeant, elle est dans la position d'une partie à un contrat, finalement, qui met fin au contrat. Dans quelles conditions on met fin au contrat? Si la loi ou si le contrat vous dit que c'est sans discussion et sans phase préalable quelle qu'elle soit, sans préavis même, eh bien on peut penser qu'il faut donner effet au contrat. Mais la jurisprudence a formulé une série d'arrêts ont formulé une exigence qui est qu'il faut respecter donc ce principe du contradictoire. Il faut que la décision se prenne après discussion. Même si la loi ne l'impose pas du tout, il faut que la décision se prenne après discussion. Donc il faut que le dirigeant ait la possibilité de venir présenter sa défense, entre guillemets. Donc si moi je suis le président, si je vois que votre conseil d'administration, qui aujourd'hui comporte 5 administratrices au premier rang, votre conseil d'administration, oui vous aussi, votre conseil d'administration convoque une assemblée et je vois que l'ordre du jour c'est la révocation, on ne dit pas que je suis révoqué, mais on convoque l'assemblée pour examiner et éventuellement approuver une résolution
qui emporte révocation et nomination d'un nouveau président. Il y a peut-être ou il n'y a peut-être pas des candidatures qui sont déjà communiquées à l'Assemblée. Donc je vois ça, je me dis, gloups, est-ce que je peux venir à l'Assemblée pour présenter ma défense? C'est même pas que je peux, c'est que la société doit me permettre de venir présenter ma défense. Et même si c'est une société où la loi n'oblige pas à ce qu'existe un juste motif, il n'y a pas de juste motif, c'est juste qu'il y a d'autres candidats qui vous ont l'air plus intéressants, ou peu importe, en tous les cas, eh bien, on peut me révoquer. Et moi, je vais présenter, j'ai le droit quand même de venir expliquer pourquoi. Est-ce que c'est pas une bonne chose de me révoquer? Maintenant, comme c'est une solution qui est formulée par la jurisprudence, le résultat, c'est qu'il n'y a pas de principe affirmé avec beaucoup de détails. Comment dire ça? Il y a un principe plutôt, mais on n'a pas beaucoup de détails sur la manière dont cette procédure doit se dérouler. On a quand même, dans les années récentes, on a quand même des décisions qui ont poussé un peu plus. C'est-à-dire que le principe de départ, c'était le dirigeant doit venir présenter sa défense. Mais on a des arrêts de la Cour de cassation, par exemple, Chambre commerciale 14 mai 2013, qui indique qu'il faut communiquer aux dirigeants, avant le vote, les motifs envisagés pour sa révocation. On peut se dire, bah oui, c'est logique, puisque le dirigeant vient, on avait dit qu'il pouvait venir présenter sa défense, encore faut-il que le dirigeant sache ce qu'on lui reproche. Ça ne sert à rien que le dirigeant Chambre commerciale, 14 mai 2013, ça a été repris par un arrêt de la même chambre du 22 novembre 2016. Bon, il faut que le dirigeant présente sa défense, mais ça n'a pas de sens de parler de défense si on ne connaît pas l'attaque, si on ne connaît pas l'accusation, si on ne connaît pas les reproches qui sont faits aux dirigeants. Mais vous voyez que c'est un peu une porte qu'on ouvre vers quelque chose qui pourrait devenir de plus en plus compliqué, parce que ça veut dire, au départ on dit le dirigeant doit pouvoir présenter sa défense, oui, d'accord, mais il doit pouvoir recevoir communication, alors du coup, ne devrait pas pour préparer sa défense. La jurisprudence a répondu plutôt non, parce qu'on sent bien que si on ouvre la porte à une procéduralisation de la révocation, ou à une procéduralisation excessive, parce qu'on l'a déjà un peu quand même, avec le principe du contradictoire, ça va aller de plus en plus loin. Et puis, principe du contradictoire, comment est-ce qu'on peut le définir en procédure civile? Parce que c'est là qu'on l'a pris, le principe, ou en procédure tout court, le principe du contradictoire. C'est quoi le principe du contradictoire? Quelqu'un écrit, quelqu'un qui n'est pas un de nos étudiants, mais qui assiste régulièrement à nos cours, quelqu'un écrit, donc normal que Renault, c'est Louis Châtel, n'ait pas révoqué son dirigeant. Normal que Renault n'ait pas révoqué son dirigeant. Alors, c'est vrai que Renault se trouverait confronté, si la société veut appliquer cette jurisprudence, à un problème qui est que, eh bien, son dirigeant n'est pas en état de présenter sa défense. Quoique, on peut en discuter, parce qu'il a peut-être le moyen d'intervenir par visioconférence. Enfin, il y a sans doute des moyens technologiques pour lui permettre de présenter quand même sa défense. Mais effectivement, la question Nissan n'a pas attendu. La question se pose aussi pour ce dirigeant de savoir s'il va conserver son poste à la tête de la société Renault. Bon, on referme, mais merci de nous ramener à cette actualité-là. Vous avez vu en plus, je trouve qu'on en apprend aussi beaucoup sur la garde à vue au Japon, dont on comprend qu'une garde à vue japonaise, c'est quelque chose qui peut durer longtemps dans des conditions manifestement assez terribles. En tous les cas, donc, présenter sa défense, je posais la question, c'est quoi le principe du contradictoire? Comment vous le définiriez? Oui?
Voilà, il faut avoir pu présenter ses arguments et avoir pu discuter ceux qu'on nous oppose. Il manque un bout quand même. Oui ? Alors, qu'il y ait un débat en tous les cas, enfin, oui, si on développe, effectivement, il faut pouvoir discuter, donc il faut qu'il puisse y avoir un débat. Mais il manque encore un bout quand même au principe du contradictoire, oui ? Non, parce que connaître, après tout, on peut découvrir et discuter. Mais c'est vrai qu'on peut dire aussi, vous avez raison, il faudrait avoir un certain délai à l'avance parce que mieux vaut se préparer au débat. Bon. Mais non, il manque un morceau plus fondamental, plus substantiel. C'est pas que discuter entre nous. Et je vous donne l'élément de réponse manquant. Oui, je le vois passer là sur mon petit écran. Est-ce que le principe du contradictoire, c'est on se retrouve au café et on se dit les choses, les yeux dans les yeux ? Voilà, il faut le faire devant un juge, et devant un juge qui va entendre les arguments des parties et qui va utiliser les arguments qu'il a entendus, éventuellement d'autres arguments, mais si le juge, en admettant que le juge puisse le faire, qu'il puisse aller chercher, et ça ne va pas toujours de soi, en admettant qu'il puisse aller chercher lui-même un argument, parce qu'il considère que les parties ont oublié quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'il devrait faire, le juge, avec cet argument, s'il veut respecter le principe du contradictoire ? On a plaidé sur des choses, et puis on découvre dans la décision qu'il y en a un qui a gagné et l'autre qui a perdu, mais parce que le juge a eu une idée géniale, un argument auquel n'avait pas pensé une des parties, et le juge s'est dit, tiens, je vais mettre ça en plus, avec ça c'est bon, ma décision est habillée, ma décision est solidement fondée. Qu'est-ce que devrait faire le juge ? Oui ? Alors il doit instruire à charge et à décharge. Bon, on est en train de mais si on a défini le principe du contradictoire comme on l'a fait, logiquement, qu'est-ce qu'il doit faire s'il a une idée géniale, et en admettant qu'il soit autorisé à introduire dans l'instance cette idée géniale, qu'est-ce qu'il devrait faire ? Voilà, il doit la communiquer aux parties, il doit la soumettre aux parties et permettre aux parties de discuter l'argument. Parce que s'il ne le fait pas, il y aura violation du principe du contradictoire, et l'un d'entre vous, l'une d'entre vous, l'avait dit en indiquant que c'était bien en présence d'un juge qu'il fallait discuter. Donc il manquait cet élément, et c'est vrai que parler du principe du contradictoire pour la révocation du dirigeant de société, il manque finalement ce tiers indépendant, puisque ce n'est pas un tiers indépendant qui juge entre le gentil dirigeant qu'on veut faire partir et les méchants administrateurs ou la méchante assemblée, c'est une société qui veut faire partir son dirigeant. C'est un rapport entre deux parties, il n'y a pas un tiers indépendant qui surveille. Le tiers indépendant qui surveille, c'est le juge éventuellement saisi par le dirigeant d'une contestation. Bon. Donc, on voit qu'on a amorcé, et le terme, si vous aviez un commentaire ou une dissertation, vous pouvez l'utiliser, une, avec des guillemets la première fois, procéduralisation, ou une forme de... Alors, c'est pas vraiment de la judiciarisation, parce que les juges ne disent pas que ça doit aller devant eux, les juges instituent une procédure, mais dont on n'a les détails que progressivement au fil des arrêts qui la révèlent. Les juges instituent une procédure, là où la loi ne laissait pas du tout entendre cela. Quand on vous dit l'administrateur de société anonyme peut être révoqué à tout moment, vous n'imaginez pas qu'à tout moment, ça implique à tout moment, mais après une discussion contradictoire. Je vois une observation sur le droit canadien. Le système canadien applique la révocation ad nutum. Dans ce système, le juge n'intervient même pas, mais dans le système français, le juge n'intervient pas non plus.
En principe, ce n'est que s'il est saisi d'une contestation qu'il intervient. Voilà, je veux que ça soit bien clair pour tout le monde. On parle ici de principe du contradictoire, mais c'est importer de la procédure judiciaire dans la prise d'une décision par la société, mais ça ne veut pas dire que le juge intervient systématiquement. Par contre, en pratique, un dirigeant révoqué, il est effectivement fréquent qu'il aille saisir un juge ou qu'il menace de saisir un juge parce que ce dirigeant, eh bien, il n'a plus rien à perdre, il a été, entre guillemets, viré de la société qu'il dirigeait, et à ce moment-là, s'il n'arrive pas à obtenir quelque chose, en principe, il n'a droit à rien, et c'est le dernier point que j'évoquerai sur la révocation des dirigeants, c'est les conventions d'indemnisation. Quand la loi vous dit que le dirigeant peut être révoqué à tout moment, ça veut dire, ça implique que la société doit être pleinement libre de révoquer le dirigeant, donc en principe, la société ne devrait pas avoir à lui payer quelque chose. Mais on a déjà évoqué le fait que la jurisprudence condamne à des dommages et intérêts dans différentes situations, en cas de faute, en cas de non-respect du principe du contradictoire, et on peut ajouter à ça que la jurisprudence a admis progressivement, et ça a été ensuite reconnu par le législateur, on le verra plus en détail au deuxième semestre, ce qu'on appelle, alors poliment, les conventions d'indemnisation. Si vous me révoquez de la société, je perds mon mandat et j'ai droit à une indemnité de perte de fonction, ce qu'on appelle plus couramment les parachutes dorés. L'idée, c'est que le siège éjectable a été actionné, mais le dirigeant voit s'ouvrir au-dessus de sa tête, un peu d'argent qui tombe, et ça a, vous savez, provoqué... Alors, encore une fois, c'est des choses qu'on verra plus en détail en droit spécial. Ces conventions d'indemnisation, du point de vue du droit des contrats, elles sont a priori licites. On peut dire que si un contrat prend fin, il y a une indemnité qui est attribuée à une des parties pour réparer la perte du contrat. Maintenant, du point de vue du droit des sociétés, c'était plus douteux parce que du point de vue du droit des sociétés, on avait quand même des textes qui disaient que pour l'administrateur de société anonyme, par exemple, que la société peut mettre fin à son mandat à tout moment et que toute clause contraire est réputée non écrite. Donc on pouvait penser qu'il était absolument interdit de lui attribuer une rémunération. Mais la jurisprudence a été plus généreuse que ça pour les dirigeants et a considéré que tant que ça n'est pas d'un montant tel que ça empêche, que ça entrave la révocation, alors ce type de clause est valable et par la suite ça a été consacré par le législateur quand on est venu quand on est venu réglementer, mais ça on le verra plus en détail au deuxième semestre, quand on est venu réglementer ces indemnités de départ. Quand on est venu réglementer ces indemnités de départ, eh bien le résultat c'est qu'on est venu du coup dire que si elles sont soumises à conditions, pour faire simple, dans les sociétés cotées, on a dit qu'il fallait que le dirigeant respecte une condition de performance pour avoir droit à son indemnité de départ. On ne voulait pas que le dirigeant d'une grande société ait une gestion désastreuse, soit mis dehors, mais que quand on le révoque, il a droit en plus à une prime de départ de plusieurs millions d'euros. Donc on est venu en 2007 soumettre le versement de la prime de départ au fait que le dirigeant avait satisfait à des conditions de performance qui avaient été définies préalablement. Ça peut être par exemple, oui. Est-ce qu'on peut prévoir dans les statuts une convention d'indemnisation hors ce cas-là? La réponse est oui. On peut le prévoir. Après tout, c'est une forme de contractualisation des indemnités auxquelles aurait droit le dirigeant. On peut le prévoir dans les sociétés, mais dans toutes les sociétés, même quand la loi n'a rien dit, mais avec quand même, attention, cette limite qui est il ne faut pas
que ce soit d'un montant tel que ça entrave la révocation. La société doit avoir la possibilité de révoquer son dirigeant si c'est d'un montant tel que, ah oui, non, mais on ne peut pas révoquer don d'héros, il va falloir lui payer 300 000 euros, alors que 300 000 euros, c'est tout le bénéfice ou c'est tout le chiffre d'affaires de la société. Bon, ben, c'est sûr qu'on ne le révoque pas. Attendons l'année prochaine, si les affaires marchent mieux, alors on changera de président. Ça, non, cette clause-là serait une clause qui serait réputée non écrite. Donc vous pourriez me révoquer, et quand moi je viendrais demander paiement de mes 300 000 euros, vous plaideriez, enfin vous refuseriez de payer, je saisirais un juge, et devant le juge, vous vous défendriez en disant « Désolé, la clause ne peut pas recevoir effet parce qu'elle nous empêcherait, ou elle nous aurait empêché, sinon, de révoquer don d'héros, qui est un très mauvais dirigeant. » Bien. Ça est absolument fictif, bien évidemment. Ça, c'était sur les dirigeants. Dernier point, si quand même, c'est la dernière section qui sera très courte, sur la société sans dirigeants. Qu'est-ce qui se passe quand une société n'a plus de dirigeants? Le droit spécial répond parfois à ces questions en vous disant que si le président directeur général est empêché, alors eh bien, vous allez avoir, on l'a vu pour Renault par exemple, enfin, dans la pratique de cette société, ils ont nommé un directeur général délégué, donc qui a un pouvoir de direction et de représentation qui est le même que celui du président directeur général. Donc la direction générale de la société n'est pas interrompue, et pour les fonctions de président du conseil d'administration, il y a ce qu'on appelle un administrateur référent, qui est un administrateur avec une autorité particulière qui va assurer l'intérim. Donc il y a des moyens, si vous voulez, de gérer la situation où le dirigeant n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions. Mais une société qui n'a pas du tout de dirigeant et qui n'a pas l'organisation statutaire requise pour gérer cette absence du dirigeant. Qu'est-ce qu'on fait? Imaginons que on ait une société civile par exemple, et on n'a plus de dirigeant, on n'a plus de gérant. Bon, le fonctionnement normal des choses, c'est que on réunit une assemblée pour nommer, si c'est l'assemblée qui a le pouvoir, on réunit une assemblée pour nommer le nouveau dirigeant. Ça, c'est le fonctionnement normal des choses. Alors, ça peut être compliqué par le fait que, suivant les formes de société, convoquer une assemblée, ça peut relever des pouvoirs précisément du dirigeant, et si on n'a plus de dirigeant, on ne peut pas convoquer l'assemblée. Donc, il y a plusieurs solutions dans ce cas-là. Dans certains cas, la loi ou les statuts ont donné pouvoir à un autre organe de convoquer l'assemblée. Au pire des cas, un associé pourrait saisir un juge pour que le juge nomme lui-même un mandataire pour convoquer l'assemblée. Donc, on trouvera des solutions pour que l'organe compétent nomme le dirigeant qui a disparu. Mais il y a des situations plus compliquées dans lesquelles vous avez peut-être une assemblée, mais l'assemblée, même convoquée, n'est pas en mesure de prendre de décision parce que, par exemple, vous avez une opposition 50-50 et l'assemblée n'a pas la majorité pour choisir un nouveau dirigeant. Ça se rencontre en pratique. Autre situation, alors qui est différente, mais qui va aussi nous amener vers les solutions. Les solutions dont on va parler ici, c'est ce qu'on appelle la désignation d'un administrateur provisoire. Désignation d'un administrateur provisoire, l'idée, ou d'un administrateur judiciaire, l'idée c'est que si l'Assemblée n'est pas en mesure de nommer un dirigeant, c'est le juge qui va le faire. Mais cette notion d'administrateur provisoire, d'administrateur judiciaire,
on l'utilise aussi dans d'autres situations qui sont des situations où il y a des dirigeants, mais des associés considèrent que les dirigeants n'assurent pas correctement leur mission. Je vous donne une illustration qui est tirée de la vraie vie, là encore, qui remonte à il y a quelques années. C'était ce qu'on a appelé l'affaire Goodyear. Goodyear, vous savez, c'est une société qui produit des pneus. Cette société avait une filiale en France. Cette société donc avait une filiale en France et la filiale en France était en difficulté. Pourquoi ? Notamment parce que le groupe, qui est un groupe américain, il y avait une société mère qui, je ne sais pas si je peux le dire en allant aussi vite, mais je le fais ici à des fins pédagogiques, la société mère retirait de l'activité à la société française pour la donner à d'autres sociétés du groupe. J'insiste sur le fait que je décris les choses de manière rapide parce que voilà, il faudrait prendre plus de temps pour détailler les faits, mais voilà, c'était le problème, il peut être posé comme ça. Et à la rigueur, ne parlons pas de l'affaire Goodyear, imaginons donc une société mère qui va retirer de l'activité à une de ses filiales pour la donner aux autres filiales. Est-ce qu'on peut faire ça ? Ça peut se discuter, parce qu'on peut dire d'un côté que si une filiale dans un pays a des coûts beaucoup plus élevés, c'est mieux pour le groupe de donner l'activité aux sociétés qui sont dans des pays où les coûts sont moins élevés, où les coûts de main-d'œuvre notamment sont moins élevés. Mais du point de vue de la société française en l'occurrence, les coûts de main-d'œuvre, c'est son activité. Donc la société française, vous comprenez qu'elle subit un préjudice si on lui retire toute activité. Et on peut se demander, du coup, si les dirigeants de la société française acceptent cela ou participent à cela en laissant leur société perdre son activité, on peut se demander si les dirigeants ne sont pas en train de gérer la société de manière contraire à son intérêt. Et le résultat de ça, c'est que si il est avéré qu'il y a une gestion contraire à l'intérêt social, on peut demander au juge de nommer un administrateur provisoire. Donc le juge va désigner un administrateur judiciaire. La plupart du temps, c'est un professionnel, c'est un mandataire judiciaire professionnel, c'est quelqu'un dont le métier c'est d'être nommé pour administrer des entreprises, des patrimoines, des biens. Donc c'est quelqu'un dont c'est le métier d'être nommé par décision de justice pour faire ça. Et ça peut être dans certains cas une autre personne, mais la plupart du temps c'est un mandataire judiciaire professionnel. Et ce mandataire judiciaire, si le juge estime qu'il y a lieu de le nommer, eh bien il va avoir des pouvoirs de direction de la société. Simplement, même si on n'a pas de texte qui définit dans quelles conditions on nomme un administrateur judiciaire, la jurisprudence ne le fait pas à la légère. Toujours cette idée que les juges n'aiment pas aller trop loin, n'aiment pas mettre la main trop loin dans la gestion d'une entreprise. Le juge ne va pas lui-même. Vous vous rappelez des questions d'abus de minorité ? On avait dit le juge ne va pas rendre de décision qui vaut vote. Le juge ne va pas dire il y a des minoritaires qui s'opposent à une décision importante. Moi, je rends une décision qui dit que les minoritaires sont réputés avoir voté pour la décision. Le juge ne fait pas ça. On avait dit le juge nomme. C'est les mêmes personnes qui vont être administrateurs provisoires et mandataire qui va à l'Assemblée pour voter à la place des minoritaires qui ont commis un abus de minorité. C'est les mêmes personnes. Le juge qui constate que votre société n'est plus gérée et que vous n'arrivez pas à nommer un dirigeant, ou est gérée par Dondero qui prend des ordres du groupe américain et qui prend des décisions très mauvaises pour la société.
Ou bien, c'est une autre hypothèse, Dondero qui pique dans la caisse, mais il n'y a pas de possibilité de le révoquer parce que vous n'avez pas la majorité, vous êtes désorganisé, etc. Mais c'est très dangereux parce qu'arrive la fin de l'année, il y a des renouvellements de contrats et Dondero fait n'importe quoi. Il attribue des contrats à des amis à lui qui sont totalement incompétents, mais voilà, il gère la société très mal. Eh bien, l'un d'entre vous saisit un juge, ça va aller vite parce que c'est le juge des référés qui intervient. On dit attention, la société est en situation très grave à cause de son président. Il faut nommer quelqu'un pour empêcher que le président Dondero cause encore plus de dommages. Et le juge va nommer. Mais encore une fois, il faut qu'il constate des motifs particulièrement graves. Beaucoup de décisions disent bien qu'il faut qu'il y ait la preuve de circonstances qui rendent impossible le fonctionnement normal de la société et qui menacent celle-ci d'un péril imminent. C'est vraiment une mesure exceptionnelle, la désignation d'un administrateur provisoire. Eh bien, si vous rapportez au juge la preuve que la société est en danger et qu'elle n'a pas les moyens de s'en sortir par elle-même, alors le juge va accepter de, entre guillemets, violer exceptionnellement la règle de fonctionnement normale du droit des sociétés, qui est, si le dirigeant ne convient pas, l'Assemblée le révoque et on en nomme un autre. Le juge va accepter de nommer un mandataire. Mais encore une fois, on parle d'administrateur judiciaire parce qu'il est nommé par le juge. On parle aussi très souvent d'administrateur provisoire. L'idée, c'est que cette personne-là ne va pas rester en place indéfiniment. Cette personne-là va rester en place le temps de régler les difficultés de la société. Oui, monsieur ? On peut aller directement au pénal, oui, mais le pénal, ça va prendre des années. On peut porter plainte contre le dirigeant qui est en train, effectivement, de vider la société. Pour répondre à une question, je crois que c'est vous qui l'avez posée l'autre jour et je n'avais pas répondu, les salariés ne peuvent pas agir au nom de la société pour se plaindre de l'ABS du dirigeant. Enfin, on considère même que le préjudice causé à la société n'est pas leur préjudice direct, n'est pas le préjudice du salarié, mais quoi qu'il en soit, là on n'est pas... Enfin, on peut effectivement, on découvre que le dirigeant pique dans la caisse, on porte plainte ou on agit en responsabilité civile pour réparer le préjudice causé à la société, d'accord, ça c'est des choses, mais c'est des choses qui vont prendre des années ou des mois au moins à produire leurs effets, alors que là, il est question de mettre fin très rapidement à la gestion du dirigeant parce qu'il est dangereux pour la société. Non, c'est pas une procédure, enfin là c'est vraiment une procédure, il y a l'aspect pénal des choses, mais là on est dans le droit des sociétés, quoi. Alors oui, s'il est condamné pénalement, il va peut-être avoir aussi une interdiction de gérer une société, mais là on n'est pas, là on est dans l'hypothèse, la société, est-ce qu'elle lui retire son mandat ou pas? Et si on n'a pas l'Assemblée qui est en mesure de voter une révocation dans des délais qui conviennent ou de voter tout court, eh bien à ce moment-là, le juge peut nommer un mandataire. Alors, la nomination du mandataire, ce n'est pas automatique qu'elle dessaisisse le dirigeant. Mais la jurisprudence nous dit que s'il a des pouvoirs larges, ça doit emporter des saisissements du dirigeant. Donc ce n'est pas automatique que la nomination du mandataire entraîne des saisissements des dirigeants, s'il y en a encore, mais on comprend, alors c'est notamment un arrêt de la 3e chambre civile du 25 octobre 2006, si le mandataire judiciaire est nommé avec des pouvoirs très larges qui concurrencent ceux du dirigeant, eh bien le résultat c'est que le dirigeant en place se trouve dessaisi.
Dans l'affaire Goodyear, pour vous donner une illustration de comment ça se passe en pratique, le juge qui avait été saisi n'avait pas accepté de nommer un administrateur provisoire. Il avait considéré que les conditions n'étaient pas réunies pour qu'il nomme un administrateur provisoire. Après, on peut discuter de savoir s'il doit prévaloir l'intérêt de la société en France ou l'intérêt du groupe. Bon. Je parle librement de cette affaire parce qu'elle est en partie, elle a été rendue en partie publique. Alors, il y a eu des décisions de justice, mais il y a eu une mission d'enquête parlementaire. Voilà, votre serviteur avait été auditionné parce qu'on m'avait demandé une consultation dans ce dossier pour savoir si on pouvait nommer un administrateur provisoire. Et voilà, mon sentiment a été que oui, mais les juges ont pensé que non. Ce genre de choses peut arriver. Donc, ça, c'était sur l'administrateur provisoire. C'était les dernières choses que j'avais à vous dire sur les dirigeants. Il n'y a pas de règles détaillées dans les textes sur quels sont les pouvoirs de l'administrateur provisoire. C'est une mesure qui a été inventée par les juges, en réalité, qui est utile en pratique quand la société n'a plus de dirigeant et ne peut pas en nommer un, ou quand le dirigeant gère mal la société. Et les pouvoirs du dirigeant, eh bien, ils sont définis par les pouvoirs de l'administrateur provisoire sont définis par la décision qui le nomme. Je vous disais, par exemple, je prenais un exemple du dirigeant qui est en place, qui gère la société n'importe comment. La fin d'année arrive et c'est le moment où on renouvelle des contrats importants pour la société et le dirigeant, on sait qu'il risque de faire n'importe quoi. Il a peut-être déjà commencé à faire n'importe quoi, il a annoncé qu'il allait attribuer les contrats les plus importants à des personnes qui notoirement n'ont pas la compétence pour les exécuter, mais ont comme qualité d'être des amis, des proches du dirigeant. Alors vous direz, oui, mais on a vu, il y a la procédure des conventions réglementées. Déjà, c'est pas dit qu'elle s'applique. Et si elle s'applique, peut-être que ça ne va pas empêcher le dirigeant de conclure les contrats quand même. Donc, on va, à ce moment-là, demander au juge de nommer un administrateur provisoire. Le juge va peut-être le nommer pour une durée très courte, pour quelques semaines ou quelques mois, mais avec une mission qui est de s'assurer de ce que le renouvellement des contrats se fait dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l'intérêt social. C'est assez rare que le juge aille vraiment dire très clairement les choses. Le juge ne va pas dire dans sa décision « signer le contrat avec telle personne », mais il va donner mission à l'administrateur provisoire de s'assurer du respect. C'est un peu comme ce qu'on avait vu en matière d'abus de minorité. Le juge ne va pas dire « il faut voter dans tel sens », mais l'idée, c'est qu'il va quand même donner une mission à l'administrateur provisoire de défendre l'intérêt social. Des fois, c'est des missions qui sont beaucoup plus restreintes. Ça peut être simplement de convoquer une assemblée et de vérifier que les choses se déroulent correctement au cours de cette assemblée. Voilà. Des fois, c'est des missions beaucoup plus larges ou beaucoup plus longues. Ça peut être d'assurer, tant que la société n'a pas pu nommer elle-même son dirigeant, d'assurer la gestion de la société. Je précise que même si ça n'est pas dit dans les textes ou même si ça n'est pas dit par des arrêts de principe, un administrateur provisoire, normalement, ne devrait pas prendre de décisions qui bouleversent la structure de la société. Il est là pour assurer une continuité. Il y a des arrêts qui le disent un peu, mais ce n'est pas affirmé de manière très claire. L'idée, c'est qu'il est là pour assurer une transition, donc normalement, il ne va pas changer l'objet de la société, ou il ne va pas, je ne sais pas, faire d'autres décisions qui sont irréversibles et qui font que quand il part, la société a complètement changé. Donc, on a terminé de parler des dirigeants. Dernier chapitre, on va parler du fonctionnement de la société. Alors, le fonctionnement de la société, on l'a déjà pas mal vu, forcément, puisqu'on a parlé des dirigeants et des associés.
Qu'est-ce qu'il faut dire sur le fonctionnement de la société? Il faut distinguer deux types de modes de fonctionnement, si l'on veut, qui sont le fonctionnement courant, le fonctionnement ordinaire de la société, et qui sont ce qu'on peut appeler les mutations de la société. La société, elle vit normalement sa vie de société, ça peut durer 99 ans, ça peut durer 99 ans, plus 99 ans, plus 99 ans, etc. Mais la société, elle a ses règles normales de fonctionnement, et puis, c'est ce qu'on verra demain, elle a des situations dans lesquelles elle prend des décisions qui, précisément ce qu'on vient d'évoquer comme les décisions que normalement ne prendrait pas un administrateur provisoire, des décisions exceptionnelles qui changent ces règles de fonctionnement. Pour faire simple, c'est les modifications des statuts. Si on change l'objet social, si on augmente ou qu'on réduit le capital social, si on transforme la société, on était une SARL, on devient une SAS. Si on dissout la société, tout ça, c'est des décisions qu'on peut appeler des mutations de la société. Ce n'est pas le fonctionnement courant, ce n'est pas le fonctionnement ordinaire de la société. Donc ces opérations-là, elles ont des règles particulières, et ça, on verra ça demain. Là, aujourd'hui, on va parler des règles de fonctionnement courant de la société, mais encore une fois, on va en parler vite parce que d'une part, on a déjà évoqué ça de différentes manières, et aussi parce qu'on est dans le droit général des sociétés, et pour beaucoup, ces règles, elles relèvent des règles spéciales, du droit spécial des sociétés. Qu'est-ce qu'il faut dire sur ce fonctionnement courant ? On a parlé déjà beaucoup de l'information, le droit d'information des associés, l'obligation d'information des dirigeants. On va reparler d'information parce que dans le fonctionnement normal de la société, quand on fait prendre des décisions aux organes de la société, on fait toujours attention à l'information qui a été reçue par ces organes. Donc, premier point, paragraphe premier qu'on va voir dans le fonctionnement courant, l'information donnée aux organes sociaux. On verra ensuite les décisions prises par les associés et les autres organes de la société. Et on verra enfin le contrôle. Le contrôle, c'est une notion qui a deux sens en droit des sociétés. Donc, formellement, j'ai 4 paragraphes, mais certains seront très rapides. Paragraphe premier, l'information. Paragraphe 2, les décisions prises par les associés. Paragraphe 3, les décisions prises par les autres organes. Et paragraphe 4, le contrôle. Et quand je parlerai de contrôle, je vous donnerai les deux sens du mot contrôle. Paragraphe 1er, donc, l'information donnée aux organes sociaux. Pour que la société prenne des décisions, les organes qui prennent les décisions doivent avoir reçu suffisamment d'informations. Cette information, elle est détaillée par les textes. Mais ce que disent les textes n'est pas forcément le maximum de l'information. Je veux dire par là que vous avez les textes qui vont dire l'actionnaire de société anonyme a droit à recevoir tel document avant telle assemblée avec tel délai. Mais c'est pas vous comprenez, c'est parce qu'on ne l'a pas encore dit, c'est il faut comprendre que comme il y a ce droit fondamental qui est le droit de participer aux décisions collectives, l'actionnaire de société anonyme a droit, peut-être, à plus d'informations que ce que prévoient les textes. Si le dirigeant lui répond « Non,
je ne réponds à rien, aucune question. Vous avez eu toute l'information prévue par les textes. Déjà, ce n'est pas une bonne réponse à donner aux actionnaires. Ça montre qu'on n'est pas hyper soucieux du bon fonctionnement de la société. Et puis, il est possible qu'en droit, l'actionnaire fasse constater par un juge que sa bonne information supposée de recevoir plus que ce que prévoyaient strictement les textes. Donc, l'information, elle est souvent détaillée par des textes, mais elle ne s'arrête pas à ce que prévoient les textes. Ça peut aller plus loin. Je prends un exemple, mais je suis obligé d'aller tout de suite dans un droit spécial. C'est pour ça que je serai relativement bref. On prend l'article L223-26 du Code de commerce sur la SARL. Et ce texte, L223-26, va détailler l'information à laquelle a droit l'associé de cette société. Alors, le texte, en plus, n'est pas d'une lecture très facile pour deux raisons. La première, c'est qu'il renvoie à un décret, mais typiquement, détailler l'information que reçoivent les associés, ça relève de la loi et du décret. Donc on vous dit, le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, etc., etc. On vous dit que les documents en question, le texte des résolutions proposées, ainsi que le cas échéant le rapport des commissaires aux comptes, sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'État. Et on précise, toute délibération prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application peut être annulée. Donc vous comprenez que l'Assemblée qui approuve les comptes, on a des textes qui vous disent quelles informations doivent recevoir les associés et avec quel délai. Généralement, ça va être des délais assez courts du type 15 jours, parce que sinon, ça devient compliqué de faire statuer une assemblée, ou alors l'information qu'on a reçue n'est plus à jour lorsque l'assemblée prend la décision. Et donc, vous avez un texte qui vous donne, avec des renvois à un décret qui vous donne les informations et les conditions dans lesquelles les informations sont communiquées. Ça, c'est pour l'Assemblée qui approuve les comptes, mais le texte vous dit ensuite, l'associé peut en outre et à toute époque obtenir communication dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, des documents sociaux déterminés par le dit décret et concernant les 3 derniers exercices. Donc vous avez en plus du droit d'information qui est lié à une assemblée qui va intervenir, vous avez un droit d'information permanent qui permet à l'associé d'avoir connaissance d'un certain nombre de documents. Par exemple, pour la SARL, c'est les statuts en vigueur ou c'est les documents sociaux, les comptes notamment des 3 derniers exercices. Tout ça, on permet à l'associé à tout moment d'en prendre connaissance. C'est compliqué ce droit d'information parce que l'associé, il est en situation intermédiaire, si vous voulez. L'associé ou l'actionnaire, c'est pas la société elle-même, donc c'est normal qu'il n'ait pas accès à tous les documents comme ça d'un claquement de doigts. Il ne peut pas demander des contrats archi-confidentiels de la société d'un claquement de doigts, mais en même temps, l'associé, c'est lui qui prend les décisions, c'est le membre d'un organe de la société, donc c'est normal aussi qu'il puisse accéder à l'information. Donc, je vais assez vite sur cette information périodique ou cette information permanente. On retrouve dans les autres formes sociales des textes similaires, parfois très détaillés, dans les sociétés par action et surtout dans les sociétés par action cotées. Vous avez une information des actionnaires qui est beaucoup plus importante et qui est très détaillée. Et quand vous allez vers les sociétés de personnes, en revanche, vous avez des textes qui sont beaucoup plus sommaires et beaucoup moins détaillés,
parce qu'on considère que c'est aux associés, on ne va pas détailler, si vous voulez, dans un texte des choses qui doivent se régler par les relations que les associés ont avec les dirigeants. Et comme c'est des sociétés où souvent le principe c'est que tous les associés sont en principe des gérants, eh bien on considère qu'on n'a pas à réglementer cette relation entre les associés et les gérants. Une autre méthode d'information, alors ça c'est de l'information permanente ou périodique, c'est pas une autre méthode, c'est dans l'information qui est communiquée aux associés, il y a quelque chose que l'on rencontre assez souvent, c'est l'exigence de rapport. On aime bien demander aux dirigeants de faire, ou à d'autres organes, les commissaires aux comptes par exemple, on en parle tout à l'heure, on aime bien leur demander de faire des rapports. Je prends un texte qui est un texte qui s'applique à toutes les sociétés commerciales, c'est l'article L232-1 du Code de commerce. On nous dit, à la clôture de chaque exercice, les dirigeants, donc L232-1, à la clôture de chaque exercice, les dirigeants dressent l'inventaire, les comptes annuels, etc., et établissent un rapport de gestion écrit. Et un peu plus bas, alors, le droit spécial va donner des indications sur le contenu du rapport de gestion, mais on nous dit quand même le rapport de gestion dans le même texte L232-1, donc applicable à toutes les sociétés. Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants qui surviennent entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle est établi le rapport, les activités en matière de recherche et de développement. Bon, on comprend l'idée. L'idée, c'est, vous êtes la société, je dois vous faire approuver les comptes de l'exercice passé. On est en avril 2019, par exemple, je dois vous faire statuer sur les comptes de l'exercice 2018. Et je dois vous faire décider, on va constater qu'il y a un bénéfice par exemple, et vous allez prendre la décision de ce qu'on fait avec le bénéfice de votre société. Mais je dois aussi vous informer de comment la société, pour que vous compreniez où en est la société, comment la société a été gérée en 2018. Il y a deux manières, mais ça c'est pas dit dans les textes, il y a deux types de rapports. Il y a le vrai rapport, et le rapport qui est fait uniquement parce que la loi impose de faire un rapport. Quand je dis c'est pas dit dans les textes, c'est que société, vous êtes plusieurs centaines, alors ce matin l'Assemblée n'est pas au complet, mais vous êtes plusieurs centaines d'actionnaires, il y en a 71 là qui suivent en visioconférence, donc vous êtes plusieurs centaines d'actionnaires, je dois vous faire approuver les comptes 2018, je vais vous informer de ce qu'on a fait, mais si on est une société de cette taille-là, il y en a plein qui ne me connaissent, c'est pas qu'ils ne me connaissent pas, vous savez qui je suis, mais je n'ai pas pu discuter avec chacun d'entre vous des activités de la société. Si par contre on est une société de 4 personnes, vous êtes peut-être beaucoup plus proche de la manière dont je gère la société, et donc vous détaillez ce qu'on a fait, vous le savez déjà. On a plein d'occasions de discuter, donc le rapport est moins utile. Une société anonyme cotée qui a des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'actionnaires, pour le coup, ça devient indispensable d'avoir un vrai rapport qui explique en détail ce qu'a fait la société. Donc, vous avez des sociétés dans lesquelles le rapport a une vraie utilité, d'autres dans lesquelles le rapport est moins utile parce que l'information a déjà été donnée aux associés. Mais la loi impose à toutes les sociétés commerciales d'avoir, aux dirigeants de toutes les sociétés commerciales de faire ce rapport. Alors, tout ça a été quand même, il y a quand même des dispenses. Alors, ça a été encore la loi du 10 août 2018. On vous
obligation d'établir un rapport de gestion. Les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises au sens de l'article L123-16. Et on vous dit, alors la dispense n'est pas applicable. Alors, je n'ai pas là le texte avec les seuils, mais ça veut dire que les sociétés qui ont, je ne sais plus à combien, je sais pas, c'est quelque chose, je crois, comme 10 salariés et 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Bon, on regardera après pour les textes précis, mais quoi qu'il en soit, vous avez pour certaines sociétés une dispense d'établir un rapport de gestion. Enfin voilà, il n'y a pas besoin dans ce cas-là d'établir un rapport de gestion. Autre question qui se pose, c'est si on fait un rapport de gestion, qu'est-ce qu'on met dedans? Alors la loi vous donne un certain nombre d'indications. Ces indications, là on a le minimum dans l'article L232-1, mais on a dans des textes spéciaux d'autres indications. Et quand plus vous allez vers les sociétés de grande taille et les sociétés cotées en bourse, plus vous avez d'informations à mettre dans le rapport de gestion. Et ces informations, là, elles jouent un autre rôle. Là, c'est des informations qui sont demandées par la loi pour informer les actionnaires, mais ça joue un autre rôle aussi, ces demandes d'information, c'est qu'en obligeant les sociétés à dire ce qu'elles font dans tel et tel secteur, on les oblige à intervenir de manière réelle dans tel et tel secteur. Je prends une illustration, en droit spécial précisément, avec un article qui est l'article L225-102-1 du Code de commerce. C'est un texte qui est affreux parce qu'il a été modifié depuis 2001 où il a été créé. Il a été modifié en moyenne une fois par an. Donc il doit être à sa 17e ou sa 18e modification. Et on vous dit quoi? On vous dit une déclaration de performance extra-financière est insérée dans le rapport de gestion lorsque le total du bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'État. Et on a un décret qui fixe un nombre, alors ça va être 500 salariés par exemple, et des seuils qui sont des seuils pour les sociétés cotées et pour les sociétés non cotées en bourse. Donc une société cotée en bourse va avoir des seuils plus faibles qu'une société non cotée en bourse, parce qu'on considère qu'une société cotée en bourse, elle joue un rôle un peu différent, plus dangereux entre guillemets pour l'épargne publique. Donc elle, on va lui demander de donner plus vite des informations. Donc les sociétés de grande taille, cotées et non cotées, doivent mettre dans leur rapport de gestion une déclaration de performance extra-financière. Et on vous dit quoi? Toujours dans ce texte, on vous dit que cette déclaration, c'est le grand 3, présente des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociale et environnementale de son activité. Donc, il faut dire dans cette déclaration qui est dans le rapport de gestion comment la société gère l'impact de son activité sur l'environnement et les conséquences sociales aussi de son activité. Comment est-ce que la société participe à l'éducation de ses salariés? Comment est-ce que sa masse salariale va évoluer? Alors, c'est des choses qui sont importantes. Ça vous fait penser à quoi qu'on a déjà vu au début de ce cours? Voilà, on est proche des questions vues par le projet de loi Pacte. Ça ressemble à l'impact social, enfin, les enjeux sociaux et environnementaux qu'on est en train de mettre dans l'article 1833 du Code civil. Ça ressemble à ça. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette réaction au départ de dire, mais les grandes entreprises ont dit, mais on s'occupe déjà des impacts sociaux et environnementaux avec ce texte-là. Parce que quand vous dites à la société, il faut parler dans votre rapport de gestion de
comment vous appréhendez l'impact social et environnemental, vous comprenez que la société ne va pas se contenter de dire « on ne sait pas » ou rien à dire, pas de commentaire sur ce point. Non, on attend de la société qu'elle explique quelles mesures elle a prises pour s'assurer que son activité n'est pas excessivement dommageable pour l'environnement. Par exemple. Bon, je ne prends pas trop de temps pour détailler encore cet aspect-là du droit d'information parce que ça peut durer très longtemps. C'est des mesures qui sont très détaillées et on ajoute à chaque fois à ce texte d'autres choses sur tout ce que la société doit faire, par exemple. Et là, dans le code d'Alloz, ce n'est pas encore la dernière version du texte, parce qu'en octobre 2018, on a ajouté encore des choses. On vous dit, la déclaration comprend notamment des informations relatives aux conséquences sur le changement climatique de l'activité de la société et de l'usage des biens et services qu'elle produit, à ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l'économie circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Enfin, on ajoute, je m'arrête là, mais on ajoute toute une série de choses, de sujets de société très importants sur lesquels on demande à la société de prendre position dans son rapport de gestion. Et en faisant ça, c'est une manière d'obliger la société à agir sur ces domaines. Donc ça, c'est pour vous montrer que le droit d'information, ce n'est pas juste pour s'assurer que l'Assemblée vote dans des conditions qui sont des conditions efficaces, qu'elle vote en ayant été préalablement bien informée, mais c'est pour vous montrer que eh bien, l'information peut jouer aussi un autre rôle. Donc ce rapport de gestion, il peut être extrêmement compliqué et faire des centaines de pages dans les grandes sociétés. Il peut être beaucoup plus court dans les plus petites sociétés, mais même quand il est beaucoup plus court, il faut faire attention. Parce que si vous dites que la société, je reprends L232-1, on vous dit que le rapport expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible. Qu'est-ce qu'on a envie de répondre? Naturellement, je suis dirigeant de la société. Quelle va être ma tendance naturelle? Tout va bien. Tout va bien. Alors, oui, en 2018, on a fait 800 000 € de pertes. Bon, d'accord, mais en 2019, ça va aller de mieux en mieux. Bon, rassurez-vous, le risque de dire ça, c'est quoi? C'est que si la société coule en mars 2019, moi je serai un dirigeant qui aura écrit dans le rapport de gestion « tout va bien, tout va de mieux en mieux, tout va aller de mieux en mieux », j'aurai du mal à montrer devant un juge que j'ai été un dirigeant qui a fait preuve de diligence, de prudence, etc. Donc, le rapport de gestion, attention à la manière dont il est rédigé, même quand on se dit « mais ça ne sert pas à grand-chose, ils ont déjà les informations », il faut faire attention aux informations qui sont communiquées parce que ce sont des choses qui pourront être utilisées par la suite, éventuellement, contre le dirigeant. Alors, c'est posé aussi la question de la publicité de ce document. Pendant longtemps, vous aviez une règle qui était que le rapport de gestion était systématiquement rendu public. On le verra, ce n'est plus le cas aujourd'hui, on le verra en droit spécial. Le danger, c'était effectivement, et certaines sociétés disaient « je ne fais pas de rapport de gestion parce que je ne veux pas donner d'informations à mes concurrents ». Le danger était effectivement que si le rapport de gestion était accessible par le greffe, vous pouviez aller prendre différentes informations sur la société, ce qui explique aussi une certaine tendance à faire des rapports qui étaient des rapports assez creux avec peu de choses dedans.
je mentionne le fait que ce ne sont pas seulement les dirigeants qui font des rapports, ce sont aussi d'autres organes, comme par exemple les commissaires aux comptes. Vous vous rappelez, quand on parlait des conventions réglementées, le commissaire aux comptes doit faire un rapport sur les conventions réglementées. On lui demande aussi de faire d'autres rapports sur certaines opérations. On en reparle dans un instant quand on parle du commissaire aux comptes. Autre mode d'information, à part le rapport, on peut poser des questions aux dirigeants. Là encore, on est plus dans le droit spécial. Si la loi n'a rien dit, un actionnaire peut poser des questions aux dirigeants et le dirigeant doit voir dans quelle mesure il répond. Est-ce que la réponse est requise pour que l'actionnaire ou l'associé puisse exercer ses droits? Est-ce que la réponse est dangereuse pour l'intérêt de la société? La loi ne donne pas de réponse générale. Exemple de question, je suis actionnaire, je veux savoir combien la société a payé d'indemnité de licenciement à tel salarié qui est parti récemment. Est-ce que j'ai le droit de le savoir? D'un côté, je suis un tiers dans la relation entre le salarié et la société. De l'autre côté, je suis aussi le membre d'un organe qui doit pouvoir comprendre si la société est bien gérée et si le dirigeant fait n'importe quoi et verse des primes non justifiées à des salariés, je dois pouvoir le savoir. Bon, c'est pas évident. Peut-être que le dirigeant va accepter de donner l'information, peut-être qu'il ne va pas la donner. Les textes ne donnent pas là-dessus de réponse tranchée. On a des choses quand même, comme ce qu'on avait déjà évoqué, qui est l'expertise de gestion. Vous vous rappelez, on peut, dans certaines sociétés, dérouler une procédure particulière qui est, on pose des questions aux dirigeants, s'ils ne répondent pas, à ce moment-là, on peut saisir le juge qui nomme un expert qui va faire un rapport sur une opération qui a l'air suspecte. Et si on découvre qu'un salarié est parti avec une prime qui est 6 fois celle... mais encore faut-il pouvoir le savoir. Tiens, c'est marrant, il s'est acheté une Porsche. Bon, il n'avait pas des fonctions très élevées. Et puis en plus, il vient d'être licencié. Oui, mais il a eu une grosse prime de départ. Ah, bon, monsieur le président, combien vous lui avez versé à votre neveu que vous avez licencié récemment? Oui, on l'a licencié, mais on va le réembaucher parce qu'il est très précieux et puis à un poste plus élevé. Bon, vous imaginez le genre de choses qu'on peut rencontrer, mais les textes ne vous disent pas avec certitude que l'actionnaire, n'importe lequel, a droit systématiquement à telle ou telle information. Donc, souvent, ça va se régler, soit c'est les juges qui vont dire que le droit d'information permettait ceci ou ne permettait pas cela. Encore une fois, ce n'est pas un secteur qui est quadrillé par les textes ou par une série d'arrêts de manière particulièrement claire. Qu'est-ce qui se passe si on ne donne pas aux associés l'information suffisante pour qu'ils votent? Là encore, c'est plutôt du droit spécial, mais toutes les sanctions sont envisageables. Ça peut être la nullité de la décision. On l'a vu avec la SARL. La SARL, on nous dit qu'une décision prise sans qu'on respecte le droit d'information peut être annulée. Ça peut être des dommages et intérêts. Si on avait eu l'information, on n'aurait pas voté comme ça. Et vous avez causé un préjudice à la société en ne donnant pas l'information. Plus rarement, ça peut être des sanctions pénales. Vous avez des textes qui disent que le dirigeant qui ne communique pas telle ou telle information encourt une sanction d'amende ou d'emprisonnement. Mais la tendance est plutôt à la suppression de ces sanctions. Vous avez encore d'autres sanctions, plus utiles celles-là, des injonctions de faire, c'est-à-dire des procédures particulières. C'est l'article L238-1 du Code de commerce qui va s'appliquer pour toutes les sociétés commerciales, qui sont des procédures particulières pour obliger le dirigeant à exécuter des obligations, dont des obligations d'information qui pèsent sur lui.
Sur l'information, mais vous voyez, l'information, c'est vraiment quelque chose d'important. Je termine avec 2 observations complémentaires qui sont sur des dispositifs récents qui complètent l'information due par les sociétés. Dans les sociétés de grande taille, on ajoute, alors est-ce que c'est de l'information? On est un peu au-delà de l'information, on est à mi-chemin entre l'information et des règles de fonctionnement, des règles vraiment de fonctionnement au sens strict. La loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 oblige les sociétés de grande taille à lutter contre la corruption. C'est-à-dire à lutter contre la corruption en leur sein, à vérifier qu'on n'a pas des salariés qui, en France ou à l'étranger, obtiennent des marchés en versant des pots de vin à des autorités. Et donc, pour lutter contre ça, on oblige ces sociétés à adopter un code de conduite, un code anticorruption. On les oblige à faire une cartographie des risques. On les oblige, entre autres choses, à mettre en place un régime disciplinaire pour sanctionner les salariés qui ne respectent pas le code de conduite de la société. Et le dispositif est complété par la mise en place d'une autorité particulière qui est l'Agence française anticorruption, l'AFA. Et cette agence, elle peut prononcer des sanctions et qui sont y compris des sanctions pécuniaires lourdes. On va jusqu'à 1 million d'euros pour les sociétés et des sanctions aussi sur les dirigeants. Donc voilà, on est un peu au-delà de l'information, mais voilà quelque chose qui a été mis en place pour contrôler l'activité des sociétés de grande taille. Et puis un autre dispositif récent lui aussi, là ce n'est pas la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, c'est une loi du 27 mars 2017. Ce sont toujours les sociétés de grande taille, mais là c'est vraiment de plus grande taille parce que le seuil de départ c'est 5000 salariés, mais ces 5000 salariés, la société et ses filiales, alors c'est 5000 salariés, la société et ses filiales en France, ou 10 000 salariés, la société et ses filiales dans le monde, et on oblige, en quelques mots, on oblige la société à mettre en place un plan de vigilance pour vérifier que dans la société, dans ses filiales, et chez ses sous-traitants, et ses fournisseurs, il n'y a pas de pratique, alors c'est là que la faiblesse de la loi, il n'y a pas d'atteinte grave aux droits humains, liberté fondamentale, santé, sécurité des personnes, environnement. Le dispositif était prévu avec également des sanctions, et des sanctions qui étaient lourdes puisqu'on avait jusqu'à une amende civile de 10 millions d'euros. En gros, on voulait dire à une société française, vérifiez que votre fournisseur dans tel pays étranger
eh bien qu'il ne fait pas travailler des enfants ou qu'il n'a pas une politique de rejet des déchets dans l'environnement qui est désastreuse. C'était ça le but du dispositif. Et c'est ça le but du dispositif qui existe encore. Mais est-ce qu'on peut, ce dispositif étant mis en place, est-ce qu'on peut aller prévoir des sanctions très lourdes pour les sociétés qui ne respectent pas le dispositif? Le Conseil constitutionnel a retiré de la loi la partie sanction. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ça veut dire que ça va être plutôt de la responsabilité civile de droit commun, donc il faudra montrer une faute et un préjudice. Mais l'idée, c'était que les droits protégés sont définis de manière tellement large qu'il y avait un risque que voilà, vous ne pouviez pas dire que j'ai vérifié chez mon troisième fournisseur chinois qu'il respectait bien la liberté syndicale. Enfin, à un moment donné, ça devient trop compliqué à gérer. Mais déjà, ça oblige les sociétés à faire un travail de vérification de la manière dont elles-mêmes travaillent, dont leurs filiales travaillent, dont les sous-traitants et les fournisseurs travaillent, et ça permet d'écarter certains fournisseurs, certains sous-traitants, ou d'améliorer la manière dont le groupe de sociétés directement travaille. Donc, c'est une mesure qui a été introduite en 2017, mais qui concerne donc encore une fois les grandes sociétés ou les grands groupes, mais c'est une mesure qui mérite d'être signalée. Information, là on était surtout sur de l'information donnée aux associés, et je vous signalais aussi incidemment, même si ce n'est pas de l'information donnée aux associés, ces deux lois récentes de 2016 et 2017, information donnée aux autres organes. Oui, l'information, on la retrouve, par exemple, on l'avait dit, le président du conseil d'administration doit s'assurer que les administrateurs, avant de prendre des décisions au sein du conseil, ont bien reçu toutes les informations requises. Ça, c'était la première phase, qui est la phase d'information. Dans le fonctionnement de la société, deuxième phase, les décisions prises par les associés, dans le fonctionnement courant de la société, on a déjà beaucoup vu ça, parce que c'est les assemblées, bien sûr, qui sont concernées. On ne va pas revoir ici ce qu'on a déjà dit sur le fonctionnement des assemblées, sur le fait qu'il fallait une convocation, sur le fait que la convocation devait comporter un ordre du jour, sur le fait que quand ce n'était pas les dirigeants qui convoquaient, il y avait souvent d'autres organes qui étaient compétents pour le faire. Sur le fonctionnement de la société, un point qu'on n'a pas encore évoqué et que je vous signale, c'est le fait qu'on a vu le droit de l'associé de participer aux décisions collectives. Pour certaines décisions, ce ne sont pas que les associés qui sont présents. Pour certaines décisions, c'est dit par les textes ou c'est implicite, on fait venir d'autres personnes. Si je suis dirigeant non actionnaire de la société et que vous voulez me révoquer, on a parlé tout à l'heure du principe du contradictoire, il faut me faire venir au moins à la partie de l'Assemblée où on va parler de ma révocation, puisque je dois présenter mes arguments en défense. Mais vous avez d'autres personnes qui viennent à l'Assemblée qui ne sont ni associés ni dirigeants. Vous avez des salariés ou des représentants des salariés. Alors, dans votre code des sociétés, vous avez à la fin les textes sur les extraits du code du travail sur les comités d'entreprise qu'on appelle désormais, vous le savez, comités sociaux et économiques. Et vous avez le droit, quand la société a un comité d'entreprise ou un CSE, vous avez un droit qui est prévu pour 2 membres du CE ou CSE d'assister aux assemblées générales. Donc, vous devez convoquer aux assemblées des personnes qui ne sont pas des actionnaires ou des associés, mais qui sont des représentants du comité social et économique, anciennement du comité d'entreprise. Et puis, vous devez convoquer aussi
une autre personne. Si la société a un commissaire aux comptes, il faut convoquer le commissaire aux comptes, parce que si vous ne le faites pas, il y a un risque de nullité de l'Assemblée et il y a également des sanctions pénales. Si vous ne convoquez pas le commissaire aux comptes, c'est 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. L'idée, c'est que c'est un organe de contrôle. Alors, je ne sais pas si on a le temps d'en parler aujourd'hui, mais c'est un organe qui joue un rôle important. Voilà pourquoi on oblige à le convoquer. Donc, à l'Assemblée, vous voyez, vous ne convoquez pas seulement les associés ou les actionnaires, mais vous convoquez aussi, quand la loi vous le demande, d'autres organes. Donc, représentants des salariés ou commissaires aux comptes. Je passe rapidement, parce qu'on l'avait déjà un peu vu sur le fonctionnement des associés, sur le fait qu'il n'y a pas que des assemblées, il y a d'autres modes de prise de décision de la société, décision d'associé unique quand on a un seul associé, consultation écrite, expression du consentement unanime des associés dans un vote. Je passe sur le fait qu'on peut prendre les décisions avec représentation d'un associé par un autre, sur le fait que certaines décisions peuvent être prises avec participation des associés par visioconférence ou par d'autres moyens de communication, que depuis un décret de février 2018 qui applique une ordonnance de 2017, on peut avoir des assemblées qui se tiennent exclusivement par visioconférence, mais ça on pouvait déjà l'avoir pour les sociétés par action simplifiée. Et je commence à voir simplement ici le dernier point sur ce fonctionnement courant qui est les organes de contrôle. Les organes de contrôle dont on va parler, il y en a 2. Il y a le commissaire aux comptes qui n'est pas présent dans toutes les sociétés et qui va être de moins en moins présent. Alors quelqu'un pose la question, est-ce que c'est un droit absolu pour les représentants du CSE? Oui, c'est un droit qui est important pour eux, puisque assister aux assemblées de la société quand on n'est pas actionnaire, ça permet précisément de comprendre ce qui se passe. Je suis en train de regarder le texte. Ça a changé avec précisément les réformes, mais je suis en train de retrouver le texte en question. Alors, c'est des textes sur le comité d'entreprise et désormais le CSE. C'est des textes qui ne sont pas très bien faits. Alors, je précise, vous savez que comme le CSE, ça a remplacé le comité d'entreprise, mais aussi les délégués des salariés. Ce dont on parle ici, c'est, quand je dis d'assister aux assemblées, ça concerne des membres du CSE dans les sociétés qui ont 50 salariés ou plus. Parce que vous n'aviez de comité d'entreprise que dans les sociétés qui avaient 50 salariés ou plus. Et on vous dit que dans ces sociétés, on retrouve le texte. Voilà, on vous dit que les textes sont rédigés d'une manière qui est toujours pas très claire, parce que c'est dans une sous-section participation au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés. Et actuellement, donc, c'est l'article L 2312-77 du Code du travail où on vous dit, dans les sociétés, 2 membres du conseil désignés par le comité social et économique et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, peuvent assister aux assemblées générales. Ils sont entendus à leur demande lors de toutes les délibérations requérant l'unanimité des associés. Donc si on vote sur quelque chose qui suppose l'unanimité, eh bien, les 2 membres qui sont présents peuvent demander à être entendus. Ça ne veut pas dire qu'ils votent, bien sûr, puisqu'ils ne sont pas actionnaires, mais ils peuvent demander à s'exprimer sur le sujet.
Donc, j'annonce simplement les deux organes de contrôle qu'on va voir. C'est d'une part les commissaires aux comptes, et les commissaires aux comptes, j'insiste bien sur le fait qu'avec le projet de loi Pacte, il va y en avoir de moins en moins, ou du moins il va y avoir moins de sociétés soumises à l'obligation légale d'avoir un commissaire aux comptes. Les autres organes, c'est des organes qui viennent du mouvement de gouvernement d'entreprise, le corporate governance, c'est-à-dire qu'on considère que ce n'est pas suffisant d'avoir un conseil d'administration comme la loi le prévoit, et on demande dans certaines sociétés, ou on suggère à certaines sociétés, d'avoir, en plus du conseil, des comités spécialisés. Et ça, on en parle demain, des comités qui vont être, par exemple, un comité d'audit ou un comité chargé des rémunérations, avec dedans des administrateurs qui sont des administrateurs indépendants. Et on verra ce qu'est un administrateur indépendant. D'ici là, c'est tout pour aujourd'hui et je vous remercie de votre attention. Merci à vous aussi.